Alors bienvenue, merci à tous d'être là pour cette dernière conférence du LibDay 2019. Un LibDay qui est organisé par Medinsoft, par la commission logicielle libre. On remercie aussi les partenaires qui nous ont soutenus sur cette édition. Et on va essayer de conclure cette journée DevOps des Days, où j'espère que vous avez passé un bon moment et écouté des jolis confs. Alors la présentation, je me présente rapidement. J'ai pas mal de slides à passer. Je vais essayer d'être rapide, je vais essayer de tenir le timing et risque d'avoir un petit rythme soutenu dans mon dialogue. Maxime Longuet, 50% administrateur système, 50% développeur. Et ça, depuis 15 ans. 15 ans, ça fait long. Mais heureusement, du coup, depuis 2-3 ans, 50% admin 6, 50% développeur, j'ai retrouvé une place dans la communauté. Maintenant, je suis DevOps. Mais surtout un DevSecDBA Ops. On met plein de choses maintenant entre Dev et Ops. Et c'est vrai qu'on oublie souvent la sécurité et DBA. Mais surtout un DevOps libre. Donc, je reste convaincu du logiciel libre et c'est ce que je fais depuis 15 ans. Je suis membre fondateur de l'association Libertis, coordinateur également de l'antenne AFUP Aix-Marseille, membre actif de PostgreSQL-FR dans l'organisation du PG Day France. L'année dernière, je faisais une conf PostgreSQL Oracle, ici même. Et ambassadeur Ruder. Un entrepreneur passionné, donc j'ai ma société, Ditika, une application également dans le vin, une application de gestion de commissaire-priseur et membre de l'April, l'association de défense du libre, où tout le monde, vous devez vous inscrire et promouvoir l'April. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est Ruder, Rundeck, GLPI, Centrion, les briques libres d'une infogérance. En fait, c'est un retour d'expérience que je vous fais. Donc, c'est un exercice pas commun. En principe, je fais plutôt des confs très techniques. Donc là, c'est un retour d'expérience où je partage la solution que j'utilise aujourd'hui pour infogérer notre parc serveur. Quel rôle joue chaque brique entre la métrologie, les métriques, le déploiement, la conformité, le suivi. Et comment on réussit à imbriquer toutes ces briques entre elles pour en faire un modèle cohérent. C'est des outils qui sont communautaires, qu'on utilise depuis longtemps, qui nous accompagnent depuis 15 ans. Donc on ne va pas faire des choses très hype qui viennent de sortir, mais par contre vous démontrer que ces outils libres sont là pour créer de la valeur et nous accompagner dans notre métier. Une petite définition de l'infogérance, c'est ce qu'on va voir. Ensuite la stack, Ruder, Rundeck, GLPI, Centrion, donc ça fait pas mal de choses à voir. Et les enjeux de demain et du libre en conclusion. Ce qu'on ne verra pas surtout, c'est les briques libres du Bulge. Donc tout ce qui est Jenkins, Terraform, on ne verra pas. La comparaison avec chacune de ces briques avec d'autres solutions. Je ne vais pas faire de comparaison avec CF Engine, Chef, Ansible, eTop, Zabbix, Graphite, Prometheus. Non, je vais rester uniquement sur la stack qu'on utilise aujourd'hui et je ne verrai pas non plus les solutions spécifiques liées à l'infogérance de cluster Kubernetes, peut-être dans une prochaine conférence. Teasing. Alors, l'infogérance, c'est quoi? C'est l'externalisation un peu de ce que doit faire votre IT en interne. D'accord? Votre IT doit gérer vos systèmes. Il doit apporter en gros de la stabilité. Il vous apporter de la sécurité et vous apporter de la disponibilité. Ça, c'est les grands principes qu'on attend d'une infogérance. Chez nous, chez Ditika, c'est aussi une couche de service qui se place au-dessus de l'infogérance matérielle. Donc, on n'est pas hébergeur, on ne fait pas la partie d'infogérance du matériel, on reste uniquement sur le côté service et le maintien en gros en conditions opérationnelles de vos applications. C'est vraiment ça le cœur du métier. Là-dessus, on va faire bien sûr du conseil sur les évolutions nécessaires à votre architecture, quand c'est qu'elle va planter, quand c'est qu'elle va arriver au bout. Une maintenance proactive où dedans on rentre supervision, exploitation, sauvegarde, sécurité. Le lien avec le libre dans tout ça, pourquoi on parlait que de solutions libres? Ça, c'est une question, ça. Simplement parce que le libre, c'est une vieille histoire d'amour. J'ai commencé en 96, quand on était étudiant. Donc c'était Red Hat, Slackware, on recompilait des noyaux. C'était cool, mais en 96, c'était aussi la naissance de Tux, que vous connaissez tous. Dans ces années-là aussi, 95, 96, 97, je ne sais plus exactement, c'était la naissance de projets libres dans le milieu étudiant qui étaient importants. Genre des petits projets comme VLC. Mais ça date de cette époque-là. Et c'est important aujourd'hui que rappeler que le libre, c'était il y a longtemps et ça a créé des vrais projets qui viennent des fois de chez les étudiants. Ça se perd un peu. Avant tout, c'est surtout la liberté. C'est ça qui me plaît aussi dans le logiciel libre. Alors l'infogérance, c'est souvent le mode pompier. Mon site e-commerce, il est là, pouvez-vous faire quelque chose? Ça, c'est quand on m'appelle. Je me suis fait pirater mon site. Au secours, aide-moi.
C'est le week-end, c'est en panne, mon tech il est à la plage. L'infogérance, ce n'est pas une simple réponse à l'appel d'urgence. D'accord. Et c'est pour ça que je vous présente en gros notre stack qu'on met tout autour de nos serveurs. La configuration, la tâche, le monitoring, l'inventaire, la sauvegarde. Avec les outils qu'on utilise, Ruder, Rundeck, Centréon, GLPI, Backup PC. Et l'ensemble de ces outils, on va les faire parler ensemble pour en faire un modèle cohérent. Alors Ruder, c'est un logiciel français, créé en 2012 par Jonathan Clark, François et Nicolas Charles. Nous, on l'utilise depuis 2013, sous licence GPLv 3, porté par l'éditeur Normation. Ok, mais c'est quoi Ruder? Ruder, c'est l'outil d'automation et de conformité. Alors l'automation, tout le monde commence à connaître, savoir ce que c'est, mais en gros, vous allez me dire pourquoi Ruder? Salt, Chef, c'était un choix. On a aussi passé par Safe Engine, mais bon, quand on a essayé de faire les fichiers de conf, on a vite arrêté. Et l'automation de la conformité, exactement, qu'est-ce qu'on entend par là? La différence, c'est qu'il ne faut pas penser que action. L'action, c'est quoi? C'est le déploiement, l'intégration de la configuration. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut parler objectif. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est la continuité, la disponibilité et la maintenabilité. C'est un peu ça la différence en fait entre l'automation et la conformité. L'automation, c'est l'action, ce que vous faites. La conformité, c'est s'assurer que cette action soit faite en permanence. Du coup, notre histoire avec Ruder, c'était au départ le déploiement des confs initiales, remplacer notre fameux post-install wiki. On faisait des copier-coller. Après, on avait des fois des shell scripts qu'on essayait d'automatiser un petit peu. Et finalement, voilà, c'est ce fameux post-install. Maintenant, on met notre nœud dans notre serveur Ruder, il applique les règles et fait l'ensemble de notre post-install. Et finalement, aujourd'hui, on trouve quoi? Ce n'est pas simplement notre post-install qu'on a remplacé, mais c'est notre maintenance courante. Parce qu'on est meilleur tous les jours et on améliore des petits paramètres. On applique cette amélioration sur tous nos serveurs. Une petite amélioration sur cette conf, on la place et on la passe en production sur l'ensemble de notre pile. Avant, on faisait une amélioration dans notre wiki, et puis en gros, c'était les nouveaux serveurs qui en profitaient, jamais les anciens. Alors, comment ça fonctionne de base? Vous avez des définitions de règles de configuration sur une interface conviviale, une belle UI web, sympa. Un agent installé sur chaque serveur. Alors, vous allez me dire, c'est pas agentless. Oui, effectivement, il y a un agent, mais si vous voulez de la conformité, que l'agent puisse s'exécuter tous les X minutes pour vérifier que votre politique est en place, il faut un agent sur les machines. Donc cet agent, il récupère les règles, les applique, et après, il remonte à notre serveur la conformité de la bonne application des règles sur le serveur. L'écriture d'une règle, c'est assez simple. Vous avez un joli dashboard sur lequel vous allez mettre petit à petit des petites briques, et on va définir, par exemple, l'installation d'un patch local, une conformité, et on a tout un ensemble de génériques méthodes, l'exécution d'une commande, la création d'un lien symbolique, le droit d'un fichier, la vérification qu'un fichier est présent, une ligne de configuration, un bloc de configuration, vérifier que tel paramètre est égal à telle valeur dans le fichier. Et pour ça, on a plein de petites génériques méthodes. Je n'ai jamais été bloqué sur une écriture d'une règle et pour définir. Ça suffit amplement. Et on va appliquer toute cette règle-là de conformité de notre politique à un nœud. Et on va chercher à viser un état cible. Donc il va appliquer toutes ces règles pour arriver au fameux état cible de stabilité. Alors ok, mais sur quel nœud on applique nos règles? Et bien pour ça, il y a un petit truc sympa dans Ruder, c'est l'inventaire. L'inventaire, c'est quoi? C'est un petit agent Fusion Inventory qui est dans l'agent et qui va nous permettre de remonter les informations système, également le hardware, les fichiers système, le software, et tout ça, ça remonte au sein de Ruder. C'est lancé une fois par jour, entre minuit et 6 heures, de façon périodique. Et alors, cet inventaire, on va en faire quoi? On va faire un truc sympa, c'est la gestion de groupes dynamiques. On va créer des groupes en se basant sur ces données d'inventaire. Un regroupement par distribution, avoir toutes nos Debian 9. Un regroupement par service. Je veux tous mes serveurs qui sont sous Imbra. Un regroupement par matériel. Tous mes serveurs qui ont du LSI, je vais leur mettre la petite conf qui va bien pour vérifier la carte RAID. Et on va appliquer les règles. Et comme vous voyez, quand on applique des règles,
une règle qui est composée de plusieurs génériques méthodes, on voit que chaque générique méthode, si elle est bien compliant ou pas compliant. 100% elle est OK. Et ensuite, certaines de ces étapes peuvent être réparées. Et on va avoir un historique de ce qui a été réparé à chaque fois. Et un historique également des fichiers qui ont été modifiés. Et ces petits pourcentages de réparation, ou si tout est OK, eh ben, ça va nous faire un joli dashboard sur de la conformité. Et là, vous pouvez voir l'état de votre SI, si vous êtes bien ou pas sur l'ensemble de votre parc ou sur certains nœuds. Donc nous, ça nous apporte la configuration, la sécurité, la conformité dans notre métier. On garantit un socle fiable. Et en conclusion, on prend un peu de recul, quoi. On crée de la valeur quand on est un Min 6, on ne fait pas juste des copier-coller ou faire des checks ou envoyer des jobs. On se consacre à la création de valeur, la création de ces règles-là. On augmente notre capacité d'infogérance, forcément. On peut répondre à une alerte zero day. Si vous avez un parc qui est bien géré par votre outil d'automation de conformité, quand il y a une alerte zero day qu'il faut réagir rapidement, on met nos pages selon les différents systèmes, selon les différentes versions de Debian ou de CentOS, et on applique rapidement le correctif sur l'ensemble du parc. On évalue l'état de notre SI, et surtout, on démontre à un instant T la conformité d'une règle à un client. On peut dire, oui, à cette date-là, cette règle, elle était appliquée. Pourquoi? Parce que l'agent, il va répercuter et refaire l'ensemble de la conformité toutes les X minutes. Vous voulez le faire toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, 30 minutes, c'est vous qui choisissez. Mais cette continuité, ça ne résout pas un problème qu'on avait, c'était le one-shot. One-shot, je veux faire un déploiement. One-shot, je veux faire une action. One-shot, je veux récupérer tous les fichiers etc resolve.conf de mes 200 serveurs. Pour ça, on a donc mis en place Rundeck. C'est un projet de 2011. Bon, écrit sous Java, c'est pas ce que je préfère le plus, hein, mais sous une licence libre, Apache licence. Et nous, on l'utilise depuis 2015. Alors, Rundeck, c'est quoi? C'est un ordonnanceur. C'est différent de Ruder. Ruder s'occupe de la conformité, de la continuité de votre action. Alors que Rundeck va nous permettre de lancer des actions ponctuelles sur l'ensemble de notre parc. Déploiement, action, et ensuite de planifier ces actions. Donc c'est l'exécution d'un job. Alors un job, c'est quoi? C'est simplement une commande que vous lancez sur un host, mais ça peut être une suite d'étapes que vous composez, et vous allez lancer ce job sur un ensemble de nœuds cibles. Et récupérer sur ces nœuds cibles les sorties standards, la sortie des erreurs, et un rapport d'exécution de tous les nœuds et de tout le job qui a été lancé sur les X serveurs. En plus, ce qui est sympa, c'est que du coup, les utilisateurs peuvent lancer certains jobs sans connaître leur définition. Donc, vous pouvez créer un job et donner à des utilisateurs le droit d'exécuter ce job, mais pas besoin de la définition, ils ne le voient pas. On peut même avoir des options qui sont demandées lors de l'exécution. Un bon ordonnanceur, c'est une notification également par mail ou un appel sur un webhook si le job a été en succès, en échec, ou même si la durée moyenne d'un job a changé. Et les jobs peuvent être appelés par une API. Alors là, on commence à dire, waouh, sympa, on va pouvoir en faire des choses. Et en plus, là-dedans, c'est un ordonnanceur, c'est-à-dire qu'on va orchestrer ces jobs, on va planifier ces jobs, et on va gérer les flux d'exécution. Gérer les flux d'exécution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va maîtriser le nombre de forks qui est lancé sur tous les nœuds, pour les faire que 2 par 2 ou par 3 par 3, pour éviter de taper trop fort nos environnements qui sont aujourd'hui virtualisés, mais qui tournent que sur un host physique. D'accord? Lancer des dumps PSQL sur un host physique en même temps, à la même heure, à la même minute. Tout le monde l'a testé et tout le monde s'est dit que ce n'était pas une bonne idée. On va arrêter sur une étape qui a échoué, on va exécuter node par node, ou en parallèle, ou en séquentiel. Et pour ça, c'est sur un ensemble de nœuds. Alors ces nœuds sont quoi? Les nœuds, on va les définir avec des ressources dans Rundeck. En ressource, c'est soit un fichier local, une URL ou un web service. Et en gros, votre web service, il doit renvoyer ce format JSON. Alors vous voyez, dans ce format JSON, on a le username, par exemple, et le hostname. Ça va nous servir en fait à lancer les jobs via Rundeck. Alors l'exécution des jobs via Rundeck, c'est une authentification SSH. Et c'est une exécution distante via SSH. Il y a aussi une exécution sur les Windows avec WinRM. Il y a d'autres types d'exécuteurs, mais la plupart du temps, c'est via du SSH. On se dit, OK, super, on a des ressources. Non, mais moi, je veux faire parler mon Rundeck que j'avais avec mon Ruder. Parce que j'ai déjà un inventaire, j'ai déjà mis mes agents avec tous mes nœuds. Donc, on va faire l'import automatique des nœuds dans Rundeck via l'API Ruder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, dans mon Rundeck, je récupère automatiquement également tous les inventaires qui ont été faits dans mon Ruder.
Donc toutes les variables que j'ai dans Ruder ont été importées dans ce fameux API, et je peux me servir de toutes ces variables dans mes jobs. Autre point, les groupes dont on a parlé, les Debian 9, les Zimbra, les dynamiques que vous faisiez selon les inventaires, eh ben, je les fais remonter aussi dans Rundeck. En tout cas, Ruder me les remonte avec le plugin Rundeck. Du coup, tous mes groupes que je retrouve dans Runder, je vais les retrouver dans des tags dans Rundeck. Donc je vais pouvoir lancer des tâches sur les groupes que moi j'ai définis dans mon outil de conformité. Un use case de Rundeck, les sauvegardes MySQL. Et ouais, les sauvegardes MySQL, on les passe dans Rundeck maintenant. C'est les sauvegardes locales MySQL, vous savez, le petit MySQL dump qu'on lance sur les serveurs LAMP. Pourquoi? C'est une tâche qui doit être lancée une seule fois, toutes les nuits. Ruder, c'est pas son métier. Lui, c'est de la continuité. Là, c'est du job de maintenance. C'est être sûr que la tâche soit réalisée, même en cas de maintenance. Donc qu'elle soit relancée. Être alerté sur un échec et avoir un rapport d'exécution de l'ensemble des scripts de sauvegarde qu'on a créés. Ça, c'est pas mal. Et puis, ce qui est bien, c'est que quand le client arrête l'infogérant chez nous, du coup, on arrête notre Rundeck. Donc il n'a plus la sauvegarde locale MySQL. Vous allez me dire, c'est méchant, ouais, mais je reçois encore des crons de serveurs que j'ai infogérés en 2006 sur mes boîtes infogérance qui me dit que mes scripts d'exploit tournent toujours très bien et que la machine du client est toujours sous contrôle permanent. C'est mieux qu'un cron, c'est l'ordonnanceur. Ça centralise, on garde l'historique de toutes les actions. Voilà, il faut un Rundeck. Et après notre Rundeck, on avait notre GLPI. GLPI, par contre, ça c'est un vieux produit. Logiciel de gestion de parc informatique phare, 2003. On l'utilise depuis 2007 chez nous. PHP, MariaDB, sous licence GPLv2. Aujourd'hui, vraiment porté par l'éditeur TechLib, qui le porte depuis 2015. C'est pareil, c'est un vieux projet, mais c'est un projet qui marche bien, quoi. Alors, les principales fonctionnalités d'un GLPI, c'est en gros avoir les listes de ressources informatiques, la gestion administrative et financière, la gestion des licences, ça fait du helpdesk, ça vous gère une base de connaissances. Nous, on l'utilise principalement en temps sur les listes de ressources informatiques et sur la gestion. L'objectif pour nous, c'était d'avoir une base de données qui regroupait toutes les ressources techniques et avoir la gestion administrative. Et surtout, un historique des actions de maintenance. Donc tout l'historique d'actions de maintenance, on les fait dans GLPI. Ok, pour ça, il faut avoir un inventaire à jour. Alors au tout début, en 2007, on avait le fameux OCS Inventory. Ça rappelle des bons souvenirs. Ça existe toujours, ça marche très bien, OCS Inventory, c'est un client C très léger. Donc on avait un agent OCS sur chaque nœud, un serveur OCS Inventory et le fameux plugin GLPI OCS Inventory qui faisait des synchros quand il n'y avait pas de bug. Depuis 2015, du coup, on a l'utilisation de l'agent Fusion Inventory et Ruder. C'est-à-dire que comme dans Ruder, il y avait un agent Fusion Inventory et qu'il y a un plugin Fusion Inventory dans GLPI, on a dit quoi? On a dit à Rundeck, exécute un petit job sur chacun de mes nœuds, tu prends le point XML qui est créé dans Ruder et tu l'envoies en curl sur le plugin Fusion Inventory GLPI. Et ça, c'est sympa aussi. Alors en 2020, je pense qu'on va changer un peu, on va utiliser le plugin qu'ils ont fini par faire et qui va permettre, à partir de notre serveur Ruder, d'envoyer l'ensemble de nos inventaires sur le GLPI. Alors ça fait quoi? Ça fait que dans notre GLPI, c'est sympa, on va se retrouver exactement avec la même base de données de connaissances d'inventaire qu'on a également dans notre Ruder. L'idée, c'est de ne pas dupliquer les informations, de ne pas faire de double saisie, de maintenir qu'une seule base. Donc on se retrouve avec les volumes, les logiciels, les ports réseau, c'est notre base administrative. Et cette base administrative, ce qui est bien dans GLPI, c'est qu'il fait une historique de maintenance et des modifications qui sont remontées dans l'inventaire. Du coup, on historise l'ajout de logiciels, l'ajout de RAM, l'ajout de CPU, de façon automatique. On a l'inventaire Ruder, ça repart dans le GLPI, GLPI voit qu'il y a une modification de la machine, il historise. Du coup, une fois qu'on a une gestion administrative, il nous faut notre stack de monitoring. Alors Centréon, c'est quoi? Au départ, c'était un projet d'école aussi, Epitech. C'était Julien Matisse et Romain Merlu. C'est un projet que j'ai suivi de près parce que c'est un projet passionnant. Surtout qu'avant, on n'avait que Nagios. Et tout début, c'était une surcouche à Nagios, en fait, une partie de configuration, une belle UI et en plus de la métrologie. Donc c'est une solution en PHP MariaDB.
Nous, on utilise depuis 2004, depuis la version Orion, à l'époque, ça s'appelait 1.0 ou 1.1. Et on a migré tout à petit depuis 15 ans maintenant. Et cette plateforme de monitoring, c'est vraiment, il faut faire la différence entre supervision et métrologie. C'est-à-dire qu'on avait avant juste du Nagios avec une supervision, le contrôle, l'alerte. OK. Ce qu'il nous fallait, c'était de la métrologie en plus. C'est l'historique des données de performance et pouvoir avoir des graphiques de cette historisation. Et pour nous, en tout cas, dans Centréon, on retrouve une UI qui est un peu plus efficace, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit l'ensemble de nos sondes, on en a pas mal, entre 20 et 30 par host, d'accord, et puis des filtres rapides. Donc ici, par exemple, je prends mes HBG, je veux que les services HTTP, hop, j'ai mes services HTTP, et je, hop, directement ma petite métrologie de mes graphes. Et je vais vous confier un truc sur ce avec Centréon, c'est la gestion des templates. C'est un petit truc dans Centréon qui est assez puissant, c'est l'héritage, hein. Ça vient aussi de Nagios, mais c'est ce qu'on fait. Je vous montre comment nous on l'utilise. On a un modèle de host basé sur l'héritage et le cumul des templates. Donc on applique en fait 3 templates, 3 modèles d'héritage, qui sont le groupe, la nature et le type chez nous. Le groupe, ça nous permet de définir l'appartenance. On sait que telle machine appartient à tel groupe de contacts spécifique, et du coup on peut avoir une communauté SNMP spécifique par client. Ensuite, on applique la nature. Ça nous permet de définir le type du système. Et ouais, selon l'OS, on va définir des variables, le nom de l'interface réseau ou autre chose. Et selon l'OS, on va mettre en place des sons de système qui sont différentes. Donc Linux Memory, disque, charge moyenne, CPU, trafic, heure du serveur, load average, check APT, check Hume. Ça, c'est la partie nature. Du coup, après, on applique le type. Et le type, c'est son rôle applicatif. Sur le rôle applicatif, ça veut dire qu'on va définir là des sondes applicatives. Donc que le serveur soit un DNS, un LAMP, un MySQL, un PostgreSQL, un backup PC, et ben on a un ensemble de sondes, check HTTP ou pas, le check MySQL, le statut. Quand je dis check MySQL, c'est pas juste savoir si le port répond, hein, ou comme un Apache. Non, on ferait un vrai get, on fait des vraies résolutions DNS sur nos DNS. On vérifie le tableau open cache, on vérifie les valeurs qui sont importantes à monitorer quand on fait de l'infogérance. Donc du coup, ça nous apporte aussi toute notre partie monitoring, c'est la gestion de l'astreinte et de l'escalade. Comment on fait ça? Dans Centréon, on définit des utilisateurs avec des périodes de notification. C'est des modèles de contact. Là-dessus, on a des profils pour un contact qui est HO, heure ouvrée, et des profils de contact qui sont HNO. Et donc on peut déclarer un service d'escalade. Donc on dit au bout de X alerte sur le profil HO, tu bascules et tu escalades sur le profil HNO. Et ça nous permet comme ça de résoudre notre problème d'astreinte et de déclarer en profil HNO notre plugin SMS OVH. Assez simple, efficace. Ça nous apporte aussi l'accès au client pour sa supervision. Donc c'est-à-dire que tous les clients ont accès à la supervision, et pour ça, parce qu'on a des ACL sur les ressources visibles. Et ces ACL sur les ressources visibles se basent sur les catégories de hosts. Ces catégories de hosts sont reprises dynamiquement par les groupes qui sont des modèles. Donc c'est pareil, on rentre un nouveau serveur pour un client, on n'a pas à le rajouter dans l'ACL. Ça va être automatiquement catégorisé via les tags. Il y a un ACL sur l'interface qui va nous permettre de cacher des menus, simplifier l'interface pour le client, et l'ACL sur les actions pour vérifier qu'il ne fasse pas n'importe quoi. La métrologie, c'est le prédictif et la prévention. Ça, c'est important, parce que ça vous permet de faire des corrélations des graphiques entre chaque host. Pour moi, la métrologie, c'est l'électrocardiogramme d'un serveur. Je dis toujours pareil, c'est-à-dire que votre serveur doit faire et le jour il fait et c'est qu'on commence à avoir un problème. Et ça, c'est important pour l'étude d'un incident, parce que quand vous avez un incident, il faut savoir de quand il remonte. Et pour savoir de quand il remonte, vous regardez en fait votre métrologie pour essayer de savoir si non, il va pas planter maintenant. Il a planté il y a une semaine, parce qu'il a commencé à changer son rythme cardiaque. Et comment on fait dialoguer tout ça? On a pareil, des petits trucs. Centréon GLPI, vous avez un lien dynamique, automatique, c'est la petite trombone que vous voyez à côté du nom de machine, qui part directement sur la fiche GLPI. On va faire également le dialogue entre Centréon et Ruder. Donc on a un check qui contrôle l'état de conformité d'un nœud de Ruder dans Centréon. Et puis on va faire le dialogue aussi de Ruder dans Centréon. C'est-à-dire que quand on rentre un nœud dans Ruder, on va pouvoir créer automatiquement le host dans le Centréon, et quand on va sortir un nœud de Ruder, on va également pouvoir faire la suppression automatique du host dans le Centréon, et s'assurer que l'ensemble des hosts fait partie de notre supervision. Donc voilà, c'est vraiment ces choses, Ruder, l'automation, la conformité, Rundeck, qui est notre ordonnanceur pour les tâches de maintenance, GLPI sur la gestion administrative, et Centréon sur la supervision.
Et pourquoi faire tout ça? Pourquoi faire compliqué en gros? C'est parce que les changements aujourd'hui sont présents. Le changement des usages, le DevOps, le continuous delivery, les technologies, le cloud, le conteneur, on multiplie les VM. Et ça fait évoluer les attentes. Les attentes, c'est quoi? C'est la continuité 24/24 qui est omniprésente chez nos clients aujourd'hui. C'est l'agilité pour la mise en place de nouvelles infrastructures. Ils ne veulent pas le serveur dans une semaine, ils le veulent dans 2 heures. Le self-service pour les développeurs, c'est une demande. Aujourd'hui, ils en ont besoin. La sécurité et les réglementations croissantes. Damien parlait des RGPD. Bref, il faut industrialiser l'ensemble de votre SOC. Sécu, monitoring, metric, accounting, sauvegarde. C'est l'instrumentalisation de cette stack qui va permettre d'industrialiser. Et l'industrialiser, c'est une démarche d'amélioration continue. C'est-à-dire que vous avez un incident, du coup une alerte qui remonte, l'analyse de cet incident, on le résout, on l'étudie après. Après cette étude, on trouve une solution, et cette solution, on passe en production avec nos outils de conformité. Cet incident, après, ne peut plus se reproduire. Et tout ça, grâce à quoi? Grâce au logiciel libre. Ça fait 15 ans que c'est un accompagnement. Et aujourd'hui, ça crée de la valeur. C'est le suivi en fait, de ces technos, qui sont peut-être pas hype, qui viennent pas de sortir à l'instant, mais une fois que vous en avez adhéré une et que vous continuez à l'utiliser, et vous continuez à la contribuer à cette application, et ça va vous faire grandir et ça va vous pousser dans votre métier. Et nous, ça nous a poussé, ça nous a permis d'entreprendre, ça nous permet de créer de la valeur. Mais le logiciel libre, c'est le carburant aussi à tous. À vous tous, vous utilisez du logiciel libre et c'est grâce à lui que vous développez également vos propres produits. Quelque part, c'est de donner la possibilité à tout le monde de se développer. Et par là, le logiciel libre, c'est un acte solidaire et sociétal. Vous vous demandez ce que vous laissez en termes d'écologie pour la planète. Et pourquoi pas, on ne se poserait pas la question de qu'est-ce qu'on laisse pour nos enfants dans la transformation digitale et dans le monde de demain. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Est-ce qu'on leur laisse des outils qui leur permettent de se développer encore un peu plus? Nous, c'est un choix qu'on a fait. Et le choix du logiciel libre, pour moi, utiliser, communiquer, promouvoir ces solutions libres, c'est quelque chose qui me rend heureux. Et c'est ma petite chef dans le Larzac. Merci. Et ce qui nous laisse 3 minutes de questions. Et comme il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y aura pas beaucoup de questions. Une bonne nouvelle. Alors pour ceux qui sachent, il y a un petit apéro. Ah, une question. Attends. Commencer à déployer Ansible. Donc je peux savoir exactement qu'est-ce qu'apporte Rudder par rapport à Ansible. Alors Ansible, pour nous, c'était un choix par rapport à Rundeck. C'est-à-dire, pour moi, c'est un outil qui va être plutôt considéré comme dans du déploiement et de l'action ponctuelle. Alors après, si vous avez moyen, vous pouvez avoir Ansible Tower. Voilà, sinon vous avez Rudder. Et effectivement, ça apporte surtout après la conformité par rapport à un Ansible. Et ça, c'est important. Et je remercie également les éditeurs parce que vous savez que Centréon, je leur ai demandé, ils m'ont apporté plein de goodies. Donc on va poser les goodies sur le bar. Et pour ceux qui veulent aussi des petits goodies, qui m'ont envoyé, donc je remercie Centréon et Rudder d'avoir joué le jeu et qui nous portent et qui nous soutiennent aussi dans toutes nos conférences.